Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les fondamentaux de la recherche épidémiologique, histoire d'y voir un peu plus clair. On est tous un peu pareils, non? On est bombardé d'informations contradictoires sur la santé. Un jour, le café c'est génial, le lendemain, c'est le diable. Alors la vraie question, c'est comment les scientifiques arrivent-ils à faire le tri dans tout ça pour nous donner des réponses qui tiennent la route? Eh bien, tout ça commence par une sorte de quête. Une quête qui suit une méthode super rigoureuse pour transformer une simple question en une réponse solide. Et c'est ça le cœur de toute la recherche clinique. Concrètement, la recherche clinique, c'est quoi? C'est tout un processus qui permet d'étudier un phénomène de près pour répondre à une question bien précise. Une question qui mérite une vraie enquête. C'est ni plus ni moins la base de tout ce qu'on sait en médecine aujourd'hui. Et attention, cette quête, ça ne s'improvise pas du tout. Elle suit un plan, une vraie feuille de route en 3 grandes étapes pour nous mener de l'idée de départ jusqu'à la preuve finale. Alors ces 3 phases, quelles sont-elles? D'abord, il y a l'idée. C'est le moment où on pose clairement le problème et l'hypothèse. Ensuite vient le plan. Là, on décide de la stratégie. Quel type d'études on va utiliser, sur quelle population? Et enfin, la preuve. C'est là qu'on passe à l'action, on collecte les données, on les analyse et on regarde ce qu'elles nous racontent. Bon, pour exécuter ce plan, les scientifiques ne partent pas de rien. Ils ont ce qu'on pourrait appeler une véritable boîte à outils. Et dans cette boîte, chaque outil est en fait un type d'étude différent, conçu pour répondre à une question bien spécifique. Et en gros, cette boîte à outils a 2 grands compartiments. D'un côté, il y a les études observationnelles. Là, le chercheur est comme un spectateur. Il observe, il mesure, mais surtout, il n'intervient pas. De l'autre côté, on a les études expérimentales. Et là, le chercheur monte sur scène. Il introduit activement une intervention pour en tester l'effet. Allez, ouvrons cette fameuse boîte à outils. Premier outil, l'étude cas témoin. Là, on est en mode détective. On part du résultat, des gens qui sont déjà malades, et on remonte le temps à la recherche d'indices dans leur passé. C'est d'ailleurs avec ce type d'étude qu'on a fait le lien entre tabac et cancer du poumon, dans les années 50. C'est pas rien. Alors, comment ça marche concrètement? On prend un groupe de cas, donc les malades, et on le compare à un groupe de témoins, qui eux ne le sont pas. Et ensuite, on fouille dans leur passé pour voir s'ils ont été exposés à un certain facteur. C'est ce qu'on appelle une approche rétrospective. On regarde en arrière. Outil suivant, l'étude de cohorte. Et là, attention, on change complètement de perspective. Fini de regarder dans le rétroviseur, maintenant on regarde droit devant. On suit des groupes de personnes, des cohortes, sur la durée, pour voir qui tombe malade. L'exemple le plus célèbre, c'est l'étude de Framingham aux États-Unis. Ils suivent des habitants depuis 1948. Et c'est grâce à ça qu'on a identifié les grands facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Ici, le principe est donc inversé. On forme un groupe qui est exposé à un facteur de risque et un autre qui ne l'est pas. Et puis, on les suit dans le temps pour comparer combien de personnes développent la maladie dans chaque groupe. C'est une approche qu'on appelle prospective parce qu'on regarde vers le futur. Et maintenant, le poids lourd de la boîte à outils. L'outil le plus puissant de la recherche expérimentale. L'essai contrôlé randomisé, ou ECR. On l'appelle souvent le gold standard. Son secret, son super pouvoir, c'est un mot, la randomisation. Autrement dit, le tirage au sort. Le principe est d'une simplicité géniale. En tirant les participants au sort, on crée 2 groupes qui sont en théorie parfaitement identiques. La seule chose qui va les différencier, c'est que l'un va recevoir le vrai traitement et l'autre un placebo. Du coup, à la fin, si on voit une différence, on peut être quasi certain que c'est grâce au traitement. C'est comme ça qu'on isole vraiment son effet. Bon, on a vu plusieurs outils. Mais est-ce qu'un indice trouvé dans une étude cas témoin a le même poids que le résultat d'un essai contrôlé randomisé? La réponse est non, absolument pas. Il y a une vraie hiérarchie des preuves en science. Et cette hiérarchie, on la représente souvent par une pyramide. Tout en bas, à la base, on trouve les preuves les plus faibles, un avis d'expert, une série de quelques cas. En montant d'un cran, on trouve nos études observationnelles, les cas témoins et les cohortes. Encore au-dessus, les fameux essais contrôlés randomisés. Et tout en haut, le Graal, c'est la méta-analyse. C'est une sorte de super étude qui compile les résultats de plusieurs autres études pour en tirer la conclusion la plus solide possible. Ok, on a les outils, on a la hiérarchie, mais une question demeure, peu importe l'étude. Sur qui fait-on ces recherches? On ne peut pas étudier tout le monde. C'est là que la notion d'échantillonnage rentre en jeu. Pourquoi dans une étude, on interroge 1000 personnes et pas les 10 millions qui sont concernés? Eh bien parce que ce serait tout simplement impossible ou incroyablement cher. Heureusement, il y a une astuce. On sélectionne un petit groupe, un échantillon, qui va nous raconter l'histoire de toute la population. Ici, il faut avoir 2 mots en tête. D'un côté, la population cible. C'est le grand groupe qui nous intéresse, celui sur lequel on veut pouvoir tirer des conclusions. De l'autre, l'échantillon. C'est le petit groupe qu'on va réellement étudier. Et tout l'enjeu, c'est que ce petit groupe ressemble le plus possible au grand groupe. Et alors, comment on s'assure que notre échantillon est un bon reflet?
La meilleure méthode, de loin, c'est l'échantillonnage probabiliste. En gros, c'est le tirage au sort. Chaque personne de la population cible a une chance d'être sélectionnée. C'est ce hasard qui nous protège des biais et qui nous permet de dire « Ok, ce qu'on a trouvé sur ce petit groupe est probablement vrai pour tout le monde ». Alors après tout ça, pourquoi est-ce si important? Pourquoi toute cette rigueur, ces outils, ces méthodes? Eh bien tout simplement parce que c'est ce processus qui transforme de simples observations en connaissances solides. Et ce sont ces connaissances qui au final guident les décisions des médecins et des responsables de la santé publique. Des décisions qui peuvent sauver des vies. Finalement, il faut voir la recherche comme un exercice d'équilibriste. D'un côté, il y a l'étude parfaite, celle qu'on rêve de faire en théorie, et de l'autre, il y a les contraintes du monde réel, le budget, le temps, l'éthique. C'est en trouvant le meilleur compromis entre les deux que la science avance et qu'elle trouve des bribes de vérité. Voilà. Maintenant, la prochaine fois qu'un gros titre annonce une découverte médicale fracassante, on aura de quoi prendre un peu de recul. On pourra se demander « Attends, c'est quel type d'étude ça ? Où est-ce que ça se situe sur la pyramide de la preuve ?» Avoir cette grille de lecture en tête, ça change vraiment la façon dont on perçoit l'actualité scientifique.